Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis Ronny Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Il est temps de brancher vos écouteurs. L'épisode va bientôt démarrer. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de thèse, antithèse, synthèse. Dans cet épisode, on va essayer de vous apporter des informations sur les deux types de thèses les plus communes quand on cherche à faire une thèse scientifique, qui sont en fait la thèse académique et la thèse chiffre. Pour ceux qui ne savent pas, la thèse chiffre, c'est une thèse qui est effectuée en collaboration avec une entreprise. Alors évidemment, quand on cherche à faire ce type de thèse, souvent on va se rendre compte en fait que ça peut être intéressant, notamment parce qu'on peut avoir un meilleur salaire en thèse chiffre, mais peut-être que ce n'est pas le seul critère qu'il faudrait regarder. Évidemment, hein, c'est le cas et on va le voir dans cet épisode. Et c'est pourquoi j'aimerais justement démystifier un peu tout ce qu'on connaît sur ces deux types de thèses dans cet épisode et vous apporter des informations qui vont vous permettre en fait de trancher sur la question, surtout sur quel est le meilleur type de thèse pour votre projet finalement. Voilà. Je propose sans plus attendre de démarrer l'épisode en laissant les invités se présenter. Donc par exemple, Alain, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Donc bonjour, donc je suis professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc professeur en data science, apprentissage statistique, intelligence artificielle, et j'ai donc la chance d'avoir une expérience dans l'encadrement de thèses chiffres comme de thèses académiques. Donc j'ai un peu deux points de vue sur la question, et voilà. Très bien, on peut passer par exemple à Thomas. Bonjour, je m'appelle Thomas Thébault, je suis actuellement en postdoc à l'université de Johns Hopkins à Baltimore. Avant ça, j'ai fait une thèse chiffre entre l'université du Mans, au laboratoire du LUM, et l'entreprise Orange qui était située à Rennes. Très bien, et du coup on va passer à Pierre. Bonjour à tous, aujourd'hui je tiendrai le rôle du doctorant académique. Je fais actuellement une thèse avec le CNRS en collaboration avec un laboratoire de statistique à Lille et l'Observatoire de Paris à Meudon. Avant ça, j'ai fait l'école centrale de Lille avec une spécialisation en statistique, puis un passage dans l'industrie avec un VIE au Brésil de 18 mois, avant de retourner en académique pour une thèse. Super, merci à vous trois. Donc là je propose qu'on commence l'épisode en abordant peut-être le type de thèse que l'on connaît tous quand on est étudiant, qui est la thèse académique finalement. Donc pour aborder ce sujet, je propose du coup de parler avec Pierre. Pierre, tu es un doctorant académique, comme tu nous l'as dit. Et en plus, toi, tu as une spécificité parce que tu fais un doctorat avec deux universités. Est-ce que tu pourrais un peu plus témoigner sur ton activité au quotidien en tant que doctorant académique entre ces deux universités? Ah oui, tout à fait, je suis dans deux universités, donc comme je le disais, dans un laboratoire à Lille et à l'Observatoire de Paris à Meudon. Au quotidien, comment ça se traduit? Je suis essentiellement à Lille. Je travaille donc avec mon laboratoire de statistique. Je rencontre mes encadrants astrophysiciens à Meudon plusieurs fois dans l'année. Ça dépend en fonction des projets que je suis en train de mener. Si je suis plus dans une phase où je mets au point des méthodes statistiques ou alors une phase où je les applique plus aux astrophysiciens. Au quotidien, je suis assez autonome, à peu près comme dans la quasi-totalité des thèses, il y a beaucoup de liberté. C'est-à-dire que je rencontre mes encadrants d'un côté ou de l'autre à peu près une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines en fonction de l'intensité du moment. Est-ce qu'on est en train de rédiger un article? Est-ce qu'on est plus dans une phase d'exploration? Ça pourrait être différent avec l'industrie, on verra ce qu'en dit Thomas, mais le fait d'être très autonome comme ça veut pas dire qu'on est isolé. Et on a beaucoup d'interactions, si c'est pas forcément avec l'encadrement, avec les collègues, donc que ce soit dans les deux labos, hein. On pourrait parler notamment de l'importance des pauses café. Et puis voilà, pour le reste, le travail de thèse, c'est beaucoup seul face à un ordinateur, coder, tester des hypothèses, les valider, les rejeter et progresser jusqu'à la prochaine réunion où on présente son travail.
Très bien. Et du coup, tu nous as dit que juste avant la thèse, tu faisais une VIE, donc tu étais dans l'industrie, tu étais pas sur thèse académique. Tu n'as pas choisi de faire une thèse CIFRE. Est-ce que tu aurais des a priori sur cette thèse CIFRE? Enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas passé, enfin, tu n'as pas cherché une thèse CIFRE? En fait, j'ai testé, j'ai cherché une thèse CIFRE, et bon, effectivement, d'abord pour les raisons, pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire, pour le salaire, enfin que je regardais le salaire, je sortais de l'industrie, mais en industrie, je travaillais donc en VIE, c'est volontariat à l'international entreprise. J'avais pas un salaire qui était plus élevé que ce qu'on peut trouver en thèse. Donc voilà, je regardais ça d'abord pour cette mauvaise raison, et puis je me disais ensuite, et ce que je trouvais dans les offres, c'est que on pouvait avoir un support qui était intéressant, avec des ingénieurs avec lesquels on pouvait travailler, des moyens financiers aussi. Et puis je retrouvais le cadre de travail qui avait été le mien dans l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé, un cadre de travail très agréable, et j'avais un mauvais a priori du cadre de travail qu'on pouvait trouver dans un laboratoire. Et puis aussi, je me disais que, ce que je voulais finalement, après cette durée, en entreprise, c'était monter en compétence sur des méthodes, statistiques, tout en restant très proche de l'application. Et donc ça, je voyais j'avais en tête a priori les applications industrielles, et parce que pour moi, ça pouvait être beaucoup plus motivant d'être, proche de l'application pour voir la finalité de mon travail. Alors, il se trouve que quand je fais mes recherches, bon, j'ai été un peu déçu par la diversité des sujets qui étaient proposés. J'avais pas trouvé un sujet qui me plaisait vraiment. Je trouvais essentiellement des choses qui étaient liées à la finance, et c'est pas exactement ce que je cherchais moi. Hem, donc voilà, je pense que le principal inconvénient que moi j'ai trouvé, ça a été la diversité des recherches, enfin la diversité des sujets proposés. Et bon, dans d'autres inconvénients que je pourrais avoir, mais là purement en mode, cliché et peu, lié à mon expérience, j'ai la sensation qu'en entreprise, il y a une obligation de mener des projets qui sont indépendants au projet de thèse, et qui du coup, empiètent en quelque sorte sur les 3 ans qui sont alloués à la thèse. Et le dernier point, c'est la liberté du doctorant qui peut être, je veux dire dans les choix, les thématiques de recherche qui vont être explorées, qui va être limitée par rapport à ce qu'on peut trouver en académie. OK. Alors merci pour cette confession, Théa. C'est à peu près clair, mais alors du coup maintenant par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais bien rebondir avec Thomas. Donc Thomas, tu as fait une thèse CIFRE. Est-ce que donc tu viens d'écouter pourquoi Pierre n'a pas choisi de faire une thèse CIFRE? Est-ce que du coup tu pourrais rebondir sur ce qu'il a dit, par rapport aux inconvénients, et peut-être nous parler de ton expérience à toi? Comment tu as vécu la thèse CIFRE? Alors sur, tout ce que Pierre a dit concernant la manière dont on vit la thèse, seul devant son ordinateur, mais bien entouré par les collègues, je suis totalement d'accord. Je pense que j'ai dû avoir une expérience un peu similaire. Mais l'encadrement, l'accompagnement et ce qui s'y passe vont être un peu différentes entre le laboratoire et l'entreprise. Parce que, une thèse CIFRE, c'est avant tout une thèse en entreprise. Notre contrat va définir la pourcentage du temps qu'on est autorisé à aller à l'université. Donc le mien, c'était un maximum de 20 de mon temps à l'université, que j'ai choisi de passer, 1 jour par semaine, mais certains vont choisir d'y passer, 2 mois par an, ou d'y passer 1 semaine tous les quelques mois. Heu et c'est vrai qu'on constate des grosses différences dans, l'environnement dans lequel on est plongé entre l'université et l'entreprise. Dans le sens où l'université, on va se retrouver immédiatement avec des doctorants, avec des professeurs qui sont de notre domaine, qui vont lire des papiers, similaires, avec lesquels on va pouvoir discuter des derniers papiers, de ce qui est sorti, des techniques, de ce qu'on va pouvoir faire. L'entreprise, on va se retrouver avec des collègues qui n'ont pas forcément, les orientations, qui sont pas forcément sur le même métier. Certains vont plus sur l'applicatif, sur l'architecture, vont être focalisés sur un produit qui doit sortir, dans un temps, limité. Heu, après disons que c'est un environnement différent, mais sur les pressions ou la diversité des projets qu'on m'a demandé de faire, j'ai pas enfin, il y a à aucun moment on m'a demandé de faire un projet qui n'était pas pour ma thèse. C'est-à-dire qu'on m'a dit: «Tu as une thématique de recherche qui doit être assez liée à celle de l'équipe». Heu, pour rappel, heu, la thématique de recherche, qui est celle de groupe de recherche à l'université, c'était sur, le langage et la voix. Alors que celle de l'entreprise était plus, c'était une équipe qui travaillait sur la sécurité, donc du coup, ma thèse s'est orientée vers la sécurité dans la voix. Heu et en gros, les seules contraintes que j'ai eues, c'était vraiment de travailler sur des choses qui puissent concerner de près ou de loin la sécurité, même si c'était pas applicable, et de faire des présentations, d'avoir à expliquer les travaux, à vulgariser mes travaux pour des personnes qui n'étaient pas, chercheurs ou ingénieurs. Ça OK.
Et du coup, pourquoi tu n'as pas choisi de faire une thèse académique? Est-ce que tu avais ce choix déjà? Est-ce que tu voyais pas du tout, tu te voyais pas du tout faire une thèse académique? Non, pour être honnête, j'ai vraiment hésité. C'était pas forcément pour le salaire, c'était plus j'avais l'impression de pouvoir vendre, si je voulais je savais pas encore si je voulais continuer dans l'académique ou non après et je me suis dit que je pourrais plus valoriser, mes années en test chiffres si j'allais dans une entreprise. Que je pourrais justifier comme avoir passé 3 ans à bosser déjà dans une entreprise et peut-être plus facilement, vendre mon CV, par la suite et en pratique, j'ai cherché un peu des 2 côtés et c'est surtout que j'ai trouvé un sujet, qui m'intéressait plus, et qui était lié à une test chiffre donc heu, donc j'ai fini par Jackpot. OK, je vois, c'est très clair. Hem, Moi, j'avais une autre question aussi parce que j'avais aussi un a priori sur la thèse chiffre, c'est la question de la propriété intellectuelle de tout ce que tu produis pendant ta thèse chiffre. Est-ce que, parce que moi, je me dis: «Mais peut-être que selon l'entreprise, on peut te demander d'avoir l'exclusive propriété de ce que tu as fait» ou enfin, je sais pas si toi, c'était ton cas? ouais, alors elle se rachète les propriétés. Il y a deux parties dans la propriété intellectuelle. Il y a la partie tout ce qui a été publié, tout ce qui est disponible au public, si on fait de l'open source, si le code est disponible, si, les articles ont été publiés. Heu, Ça, c'est disponible, pour le grand public. Donc en fait, dans tous les cas, que ça soit nous, un autre chercheur, ça appartient pas à l'entreprise, c'est disponible pour tout le monde. Et après, il y a la partie du code qui a été produit en interne, qui a pas forcément été publié ou, d'autres éléments des jeux de données qui sont restés en interne. Heu, Là, ceux-là, ils appartiennent à l'entreprise et alors ça, c'était propre au cas de mon entreprise avec Orange. On m'avait proposé il est possible, si je souhaitais monter, par exemple, ma propre entreprise en sortant, de racheter, à un certain prix, tout ce que j'ai produit et qui est la propriété intellectuelle d'Orange. C'est une OK. proposition qui peut être faite, si c'est évaluer la valeur de ce que j'ai produit et qui n'est pas accessible au public, on peut le déterminer avec des experts, sur place et s'accorder sur un prix en disant: «Voilà, je peux racheter ma propriété intellectuelle». Oui, c'est intéressant, je savais pas du tout qu'on pouvait racheter la propriété intellectuelle. OK. Donc là, maintenant, alors je sais pas, par rapport à ce que, Thomas a dit sur la thèse académique, est-ce que tu le rejoins, Pierre, sur ses a priori sur la thèse académique? En fait, je suis assez d'accord. En fait, je considère la thèse de base comme un emploi, c'est-à-dire comme un CDD. Donc, à partir de là, que ce soit en, en académique ou en industrie, j'ai tendance à voir les deux de la même manière. Maintenant, mon point de vue n'est bien sûr pas celui d'un recruteur et effectivement, j'ai tendance à penser qu'un recruteur préférera une thèse chiffre puisqu'il se dira que l'individu aura passé plus de temps dans un contexte industriel et saura mieux se comporter dans ce genre de situation. OK, très bien. Alors même maintenant, je me tourne vers toi, Alain, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de la thèse cible, de la thèse académique. Toi, tu es derrière, tu es en train de nous écouter. Est-ce qu'on est en train de dire des grosses bêtises ou est-ce que tu pourrais réagir par rapport tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Oui, alors, je dirais pas je pense pas qu'il y ait aucune bêtise qui ait été dite. Je dirais que c'est avant tout quelque chose d'assez difficile lorsqu'on a un doctorant potentiel qui vient nous voir et en tout cas, qui vient voir un référent, un enseignant-chercheur par exemple, et qui lui dit: «Je serais intéressé par une thèse. J'hésite entre l'académique ou la CIF et donc qu'est-ce que vous pouvez me dire?» Et en fait, en général, on va vers une discussion potentiellement assez longue, parce que c'est assez difficile de décrire l'intégralité des tenants et des aboutissants du choix d'une thèse, et en particulier aussi parce que l'étudiant qui vient nous voir est souvent un étudiant qui méconnaît en grande partie ce qu'est le monde de la recherche, que ce soit en monde académique ou dans le monde de l'entreprise. Et donc, d'où les idées reçues potentiellement qu'il peut se faire concernant ces 2 débouchés. Alors, je dirais qu'avant tout, la chose qui me paraît, vraie et quelle que soit la thèse, c'est avant tout une question d'encadrement. Je pense que un point essentiel, c'est de trouver une espèce d'équilibre entre, un thésard et un ou des encadrants. Et c'est ça qui conditionne en grande partie la réussite du projet. Et on peut être, malheureusement, s'orienter vers une thèse chiffre, et ne pas avoir de recul sur ce qu'est le monde de la recherche. Et donc, du coup, c'est assez difficile de décrire l'intégralité des tenants et des aboutissants du choix d'une thèse. Et en particulier aussi parce que l'étudiant qui vient nous voir est souvent un étudiant qui méconnaît en grande partie ce qu'est le monde de la recherche, que ce soit en monde académique ou dans le monde de l'entreprise. Et donc, d'où les idées reçues potentiellement qu'il peut se faire concernant ces 2 débouchés.
pour des bonnes raisons, mais finalement sans avoir un bon encadrement et donc faire une thèse qui n'est pas aussi bonne que ce qu'on aurait pu imaginer. Et inversement, on peut tout à fait s'engager dans une thèse académique aveuglément en pensant être sur du bon rail pour aller avoir un emploi en tant qu'enseignant-chercheur par exemple, et puis finalement à terme s'apercevoir que, ou en cours de route, que c'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc déjà, le premier jalon pour moi, c'est de questionner énormément, d'essayer d'aller voir le plus de personnes, de prendre des contacts, des avis divers, et d'essayer de se faire un jugement au vu de tous ces avis qui viennent d'horizons différents, et sur ce que peut être l'avenir et ce que peuvent être les propositions qu'on reçoit tant sur le plan académique que sur le plan de la thèse CIFRE. Ensuite, je dirais que c'est surtout vrai, je pense, en France, même si les choses tendent à évoluer, mais je pense qu'il y a quand même un cloisonnement des domaines, au sens où des univers, au sens où quelqu'un qui aura fait une thèse académique sera, disons, sur des rails assez naturels pour s'orienter vers un boulot d'enseignant-chercheur ou de chercheur, et donc plutôt à avoir un débouché dans le monde académique, et inversement, quelqu'un qui aura fait une thèse CIFRE aura plus de facilité, en tout cas en France, à trouver un job en entreprise, plus que dans le monde académique. Les choses tendent à évoluer, on peut s'intéresser, et là, ça dépend aussi essentiellement des domaines dans lesquels on cherche à faire une thèse. On peut avoir des personnes qui ont fait l'un et s'orientent vers l'autre, et inversement. Il y a des passerelles, mais c'est quand même des choses qui restent, enfin, disons, pas marginal, mais enfin, c'est pas la majorité des cas, c'est vraiment le fait que quelqu'un qui a fait une thèse académique ira vers le monde académique et réciproquement pour la thèse CIFRE et le monde de l'entreprise. Sans doute aussi lié au fait que les recruteurs, que ce soit dans le monde académique ou dans le monde professionnel de l'entreprise, identifieront plus facilement quelqu'un au vu de son CV comme, comment dire, enfin, ce sera plus facile de cocher les bonnes cases, de voir en quoi la personne qui candidate, ayant fait une thèse CIFRE par exemple, va facilement s'intégrer au monde de l'entreprise, comme ça a été dit, ou inversement pour le monde académique. Les gens se connaissent assez facilement parce qu'ils ont des parcours qui sont bien identifiés et qui permettront d'être assez rassurés sur le potentiel de la personne qui va intégrer l'entreprise ou le monde académique. Ensuite, je pense qu'il y a une grosse variabilité dans ce qu'on peut dire eu égard à ce qui a déjà été dit. Je dirais que, étant donné des encadrants, comme je le disais, on peut avoir une grande liberté, comme ça a été dit plusieurs fois ici, ou alors au contraire être très contraint parce que les encadrants, certains d'entre eux, puisque quand on fait une thèse CIFRE, on a forcément un encadrant du côté entreprise et un encadrant du côté académique, vont plutôt border le sujet et de sorte à s'arranger pour que il n'y ait pas de déviation trop importante du sujet eu égard aux besoins à court terme de l'entreprise. Donc il peut y avoir des entreprises qui laissent une très très grande liberté et qui vraiment laissent une grande attitude aux doctorants pour s'engager, pour conduire son travail de thèse, tout en le soutenant et en maintenant un équilibre. D'ailleurs, au passage, ça a été dit, mais lorsqu'on s'engage dans une thèse CIFRE, on commence par négocier, en tout cas l'encadrant du côté académique et l'encadrant du côté entreprise négocient ensemble un contrat dont les modalités déterminent justement le temps en passant en entreprise, le temps en passé à l'université, et ça conditionne énormément les choses pour la suite. On peut avoir effectivement de l'ordre de 10, 15, 20% ou plus, moitié du temps en entreprise, moitié du temps en université. Et dans certaines situations, ça peut... j'ai déjà eu des doctorants CIFRE qui m'ont dit que le fait d'avoir la moitié de leur temps en entreprise et la moitié à l'université permettait d'avoir une bouffée d'oxygène, au sens où ils étaient très... demandés, sollicités au sein de l'entreprise pour effectuer différents types de tâches, pas toujours reliées directement à leur thèse, parce qu'ils étaient les sachants au niveau de l'entreprise concernant des compétences, par exemple en apprentissage statistique, en intelligence artificielle.
Et donc le fait de pouvoir s'extraire un peu de cette demande quotidienne répétée et d'aller dans le monde, dans l'université, dans leur bureau avec d'autres thésards, retrouver une certaine apaisement, un certain apaisement, un certain équilibre qui permettait justement de prendre le temps de lire des choses et de ne pas être tout le temps en urgence. Et puis j'ai aussi d'autres doctorants qui m'ont dit que heureusement, ils avaient cette possibilité de rester en prise directe avec les problèmes qui sont ceux de l'entreprise, plus appliqués, et grâce à ça, trouver un équilibre pour ne pas être noyé dans trop d'aspects théoriques qui finalement ne leur conviendraient pas. Et de cet exemple que j'essaie de traduire, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est encore une fois l'encadrant ou les encadrants qui sont essentiels. Je pense qu'au départ, il y a cette négociation qui intervient entre l'entreprise et l'université, mais une fois qu'elle a eu lieu, il faut qu'on ait la certitude que les encadrants vont faire preuve de clairvoyance pour pouvoir s'adapter à ce que l'étudiant, qu'ils connaissent pas forcément toujours parfaitement, va à ce dont il va avoir besoin. Si parfois on peut avoir des étudiants qui aiment énormément les aspects théoriques, et donc qui seront très très autonomes et qui n'ont pas besoin qui ressentiront pas le besoin d'être en prise directe avec les problèmes, et inversement. Et donc on peut avoir des étudiants qui, eux, au contraire, ont besoin de l'application, et donc il faut aussi accepter de s'adapter à l'étudiant pour qu'au final il trouve cet équilibre et que grâce à ça les choses puissent évoluer dans le bon sens. Après, pour ce qui est de la propriété intellectuelle, pour la thèse chiffre, là encore, je pense mon expérience, j'ai observé qu'il y a absolument tous les possibles qui existent. On peut avoir des entreprises qui verrouillent énormément absolument tout ce qui est produit par le doctorant. En fait, le doctorant est embauché au démarrage de la thèse chiffre par l'entreprise, et dès lors, il est considéré comme un salarié de l'entreprise, et à ce titre, tout ce qu'il produit peut appartenir et être considéré comme appartenant à l'entreprise. Et il y a des entreprises qui s'opposent parfois à la production de contenu libre, qui en fait viendrait être un obstacle à terme à ce que des produits qui pourraient être produits d'une façon, implémentés par l'étudiant, à terme puissent être vendus à des clients. On a aussi exactement l'exemple inverse, où on a des entreprises qui comprennent tout à fait qu'il y a un besoin de recherche et de diffusion pour pouvoir parler de ce qui a été fait, pour valoriser le travail de l'étudiant ou du doctorant. Et grâce à ça, qui acceptent qu'il y ait des contenus qui soient diffusés de façon libre, dès lors qu'ils sont suffisamment distincts de ce qui a été développé et mis en production au sein de l'entreprise. Donc là encore, ça dépend énormément des encadrants et de leur bonne volonté, de leur compréhension. Et c'est pour ça que, encore une fois, il est impératif, à mon sens, qu'un étudiant qui est intéressé par une thèse et qui envisage le monde académique comme le monde de l'entreprise, essaie de sonder au maximum les encadrants et de discuter de tout ça pour essayer de voir si oui ou non il aura une liberté suffisante d'un côté comme de l'autre pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Très bien, merci pour ce témoignage. Alors du coup, ce qu'on comprend très rapidement, en fait, c'est que dans tous les cas, il faut que l'étudiant, le responsable académique et le responsable de l'entreprise, ils trouvent chacun leur compte finalement, et qu'ils s'arrangent du mieux possible. Oui. Du coup, peut-être que Thomas, là, par rapport à tout ce qui était sur la thèse chiffre, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de te dire alors, par exemple, le fait que si quand tu revenais à l'université, est-ce que tu sens ça comme une bouffée d'air frais? Alors, totalement. Déjà sur dans un sens comme Bordeaux, le fait d'aller à l'université, c'est une bouffée d'air frais parce que ça relance, on se replonge dans un monde purement recherche avec les derniers papiers, avec tout ce qui s'est passé. Je sais que pendant le confinement, notamment, j'avais beaucoup moins d'échanges avec l'université et ça m'a beaucoup manqué. Et de la même manière, quand je reviens à l'entreprise, c'est pas le même rythme, c'est pas la même manière dont ça se passe, mais les deux sont vraiment différents. Et par contre, je peux rebondir aussi, c'est vrai que sur le côté encadrement, je suis totalement d'accord sur tout ce qui a été dit, sur l'importance vraiment d'avoir les deux encadrants qu'on va avoir, qui soient tous les deux impliqués et qui soient tous les deux capables de communiquer avec le doctorant entre eux, se libérer du temps, parce que finalement, quand on a plusieurs encadrants à l'université, il suffit qu'ils soient dans la même équipe et on va pouvoir communiquer, se voir au jour le jour, et échanger. Quand on a un encadrant qui est en entreprise et à l'université, qui ne sont pas dans la même ville forcément,
Moi, c'était à 1 heure de train, mais je connais j'ai des collègues qui étaient en thèse CIFRE et qui avaient leur encadrant universitaire qui est au bout de la France. Si les deux encadrants ne communiquent pas assez, on peut avoir des problèmes dans l'encadrement. Enfin, ça peut poser un problème pour le doctorant. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble ou qui se connaissent au moins un peu avant. Ok, donc du coup, grâce à ton témoignage, Thomas, et à celui d'Alain, on se rend compte que c'est vraiment hyper important de ne pas se planter sur les encadrants. Si vous nous écoutez et que vous voulez faire une thèse, peu importe le type de thèse que vous voulez faire, vraiment prenez le temps de bien sonder l'équipe dans laquelle vous comptez faire votre thèse. C'est hyper important, c'est hyper crucial pour être sûr que vous allez être dans des bonnes conditions. Voilà, et donc j'aimerais aussi maintenant me tourner vers Pierre, puisque là Thomas vient de dire qu'en fait, quand il switch entre l'entreprise et l'université, il a des bouffées d'air frais. Mais toi, Pierre, toi qui n'es qu'à l'université, est-ce que tu as aussi une sensation de bouffée d'air frais et comment tu fais pour avoir cette bouffée d'air frais finalement? Oui, alors effectivement, tu as raison, j'allais rebondir là-dessus. Pour moi, effectivement, là, il y a une vraie bouffée d'oxygène qui est de se sortir du sujet sur lequel on travaille au quotidien. Et quand on est étudiant en académique pure, cette bouffée d'oxygène peut passer par l'enseignement. Et enfin, dans mon cas, c'est vraiment l'effet que ça fait. Cette bouffée d'oxygène, cet effet de se sortir la tête de sa recherche du quotidien, qui prend du temps, qui prend des échelles de temps qui sont de l'ordre de la semaine ou du mois, et d'avoir quelque chose d'immédiat où on se place, comme le disait Alain, en position de sachant, ça fait vraiment du bien. Et puis je voulais aussi rebondir sur ce que disait Thomas sur... ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Sur sur la capacité des encadrants à communiquer entre eux. Donc moi, effectivement, j'ai 2 encadrants, donc pas du tout 2 encadrants académiques industriels, mais 2 encadrants académiques qui sont pas dans la même ville, à 1 heure de train. Et effectivement, vu qu'ils sont pas du tout dans les mêmes disciplines, donc un plutôt astrophysicien et un plutôt statisticien, effectivement, ils n'ont pas les mêmes attentes de la thèse. Ils n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes enfin, ils veulent pas orienter la thèse de la même manière. Et donc, c'est un petit peu aussi le travail du doctorant de jongler entre les attentes de l'un et de l'autre et de les faire communiquer, tout simplement, de les faire dire, de les faire se rencontrer, puisqu'ils ont tous les deux des emplois du temps assez chargés, pour décider, bon, voilà où on va. Et c'est là où la prise d'initiative du doctorant passée la première ou la deuxième année, pour dire, voilà où est-ce que je veux aller, voilà ce que je vous propose. Et de discuter, de lancer une discussion avec les encadrants pour dire effectivement voilà où on va aller, ou alors plutôt non, avec notre expérience, cette piste-là, on va pas avoir le temps sur une 3e année, on va plutôt rectifier le tir, faire parler leur expérience, mais en tout cas, passer à un certain point, il y a besoin de cet équilibre entre les encadrants et aussi besoin de cette prise d'initiative de la part de l'étudiant parce que c'est sa thèse, parce que c'est son projet. Merci beaucoup Pierre. Alors maintenant, je reviens vers toi Alain. J'aimerais conclure avec toi en fait sur la question suivante. Pour quel type de profil est adaptée la thèse CIFRE et pour quel type de profil est adaptée la thèse académique finalement? Alors, c'est une question difficile. Ah bah il n'y a pas que des questions faciles dans ce podcast, c'est normal. Oui, je vois ça. Je dirais que le profil d'un étudiant, alors, là encore, donc je distingue donc 2 choses. Il y a, je dirais qu'il y a donc là, une thèse académique, ça va être effectivement un travail ce qui a été dit, solitaire, mais c'est vrai pour une thèse en général. C'est-à-dire c'est quand même le travail que l'étudiant qui devient donc progressivement, qui s'initie au monde de la recherche, doit s'approprier, c'est son travail. Et donc, au fur et à mesure, il y a une montée en compétences, une prise d'initiative, une prise d'autonomie qui fait que l'étudiant doit devenir autonome. Et donc, cette capacité à être autonome est importante pour s'orienter vers une thèse, quelle que soit la couleur de la thèse, académique ou CIFRE. Mais on doit faire preuve on doit aimer se confronter à des problèmes potentiellement un peu plus abstraits, moins liés à des applications quand on va faire une thèse académique. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un intérêt pour les entreprises a posteriori pour ce type de projet. Par exemple, sur l'IA, qui est un des thèmes de recherche que j'affectionne, on peut tout à fait avoir des développements théoriques qui intéressent énormément les entreprises
Et donc, il ne faut pas opposer théorie nécessairement et application pour autant, en tout cas intérêt pour les entreprises. Et donc, il y a cette capacité à, malgré tout, seul, parce qu'à terme ce sera le cas, appréhender les problèmes avec son ou ses encadrants dans le monde académique, qui est quelque chose de déterminant, plus que peut-être pour le monde, pour une classe chiffre, où là, je pense que les personnes qui pourraient être intéressées par une classe chiffre sont des gens qui s'intéresseraient davantage, pour qui le côté application primerait davantage sur le côté j'étudie les objets eux-mêmes intrinsèquement, indépendamment de ce sur quoi je vais les appliquer. C'est très schématique parce que évidemment, on peut avoir des tests chiffres qui manipulent des objets qui finalement demandent un niveau d'abstraction important. De la même façon qu'on peut imaginer les thèses académiques, on va partir, ou à terme, on va s'intéresser à un problème bien particulier, et pour lequel, par exemple en biologie, qui sera donc une application, et pour lequel il y aura ce côté applicatif, quoi qu'il arrive, même pour une thèse académique. Mais je pense qu'à la base, il y a vraiment cette volonté de s'intéresser à des applications et ces caractéristiques des tests chiffres, disons, par rapport aux thèses académiques, dans lesquelles j'englobe le côté plus théorique qui existe aussi et qui est un peu leur fondement et qui crée une différence. Mais tout en sachant que, encore une fois, il y a des nuances dans tout ça. Bien, bah écoutez, je trouve que là, on a quand même une tonne d'informations intéressantes. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses personnellement, et je pense que peut-être chacun a appris des choses. Je voudrais peut-être juste réagir sur la partie la bouffée d'air frais à l'université, c'est de pouvoir aller donner des cours. Avec le fait qu'en test chiffre, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. On ne demande pas de donner des cours. Et donc, c'est peut-être aussi une autre différence à ajouter. Là, j'ai pu donner des cours pendant un semestre parce que j'en ai fait la demande, et que ça a dû être validé par le manager en entreprise. Mais en théorie, une thèse chiffre, un thésard qui fait une thèse chiffre ne va pas forcément donner de cours. Et je vais juste rebondir là-dessus également. En thèse académique non plus, il n'est pas obligatoire de donner des cours. En fait, il y a plusieurs options et un doctorant peut demander ce qu'on appelle un avenant à son contrat doctoral, c'est-à-dire qu'en fait, il va juste demander une seconde occupation. Donc, les 64 heures maximales de cours, c'est une option. La médiation scientifique en est une autre. Et il y a aussi l'option d'intervenir dans une entreprise précisément en tant que, entre guillemets, consultant pendant un nombre défini d'heures. Et là, ça dépendra de l'entreprise qui est d'accord pour le prendre et ou qui demande justement. Et toutes ces interventions seront le thème d'un prochain épisode du podcast. On en parlera plus tard. Ok, très bien. Et alors, tu as quelque chose à dire ou c'est bon? Je pense que, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, j'aimerais conclure avec la remarque suivante. J'incite toutes les personnes intéressées par des thèses, quelle que soit leur nature, à faire preuve d'énormément de curiosité, de ne pas hésiter à aller questionner des gens de différents horizons. Et toutes les opportunités sont bonnes à saisir pour ça, en particulier assister par exemple à des séminaires de recherche qui très souvent ont lieu dans des labos qui sont dans le même bâtiment que celui sur lequel vous avez cours, ou à l'étage du dessus par exemple, ou le bâtiment d'à côté, en tout cas très proche, et que vous méconnaissez souvent, auquel vous avez peut-être peur d'assister, d'aller, mais en fait je pense que c'est important, de façon à justement avoir un éclairage le plus fidèle possible, le plus représentatif possible sur ce que c'est que le monde de la recherche. Quoi qu'il arrive, ça aidera à choisir. Alors, je vous propose de conclure sur ces belles paroles-là, non ? Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.